Bien, bonjour à toutes et à tous. Ravi de votre présence cet après-midi dans ce moment important de la REF, consacré donc au débat public. Le hashtag d'ailleurs dit beaucoup de la situation du débat public, le hashtag qui a été mis en illustration de cette session, des clics et des clashs. C'est bien justement les symptômes du malaise que vit aujourd'hui le débat public. Bienvenue donc sur ce cours Philippe Chatrier, c'est vrai que c'est un plaisir d'être là, hein, j'espère pour vous aussi. Le paradoxe, c'est que nous n'avons jamais eu à notre disposition autant d'outils pour nous exprimer, émettre, transmettre des informations, des opinions aussi, et pourtant, rarement, la qualité des échanges démocratiques n'a paru autant mise en cause, en danger, au point d'ailleurs de remettre en question la démocratie elle-même. Alors avec la prolifération des fake news, l'hyperpolarisation des expressions, l'emballement parfois de l'information en continu lorsqu'elle devient frénétique, quels sont les ressorts de cette crise que nous sommes en train de vivre, comment l'endiguer, crise du débat et crise d'expression démocratique. Et puis, plus encore, nous le verrons, comment, je l'espère, vous aurez des solutions, comment redonner du souffle à ce débat public. Pour en parler, nous accueillons Chloé Morin, politologue, chercheuse, qui, il y a quelques mois, a publié La Broyeuse, un essai sur les coulisses de la décomposition médiatique, où vous pointez l'hystérisation des débats. Nous accueillons Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, l'ancien ministre Éric Dupond-Moretti, avocat, comédien, je ne sais pas si on peut dire ça aussi, non, en tout cas vous. Voilà. Homme de théâtre, voilà. Pierre Louette, président du groupe Les Échos, Le Parisien. Mathieu Stéphanie, qui est entrepreneur dans la tech depuis plus de 20 ans et qui est aussi un producteur de contenu, on le verra, avec notamment un podcast vidéo et audio particulièrement renommé, qui s'appelle Génération Do It Yourself, et Nicolas Dufourcq, directeur général de la Banque publique d'investissement. Merci à tous d'être avec nous. Sans plus attendre, parce qu'on a relativement peu de temps, c'est le problème qu'on va avoir cet après-midi, mais on va être efficace. Chloé Morin, puisque vous avez eu ce regard un peu panoramique, qu'est-ce qui vous frappe aujourd'hui quand vous observez le débat public ? Au moment où d'ailleurs, il y a eu un sondage qui a été publié pour cette rencontre de la REF ici à Roland-Garros, 80% des Français, c'est un sondage L'Opinion pour Confluence, réalisé par Odoxa, 80% des Français estiment que le débat public ne fonctionne pas de façon satisfaisante en France. Quels vous paraissent être, au-delà même du constat général, les éléments les plus prégnants, tels qu'ils s'accroissent même peut-être aujourd'hui de ce malaise du débat public? Alors, quand les Français disent que le débat public ne fonctionne pas, en général, ils font référence à une forme de saturation de l'information qui est déversée sur eux en continu et à des postures, au fameux buzz, au clash permanent et au fait que les acteurs du débat public sont rarement dans une position où ils essayent d'aller chercher un compromis, mais dans une posture qui disqualifie en fait la contradiction. Mais ce qui me frappe le plus, c'est que cette dégradation du débat public, nous n'en sommes qu'au début, parce qu'a lieu aujourd'hui un basculement qui n'en est qu'à ses débuts, c'est le basculement du débat public des médias traditionnels vers les plateformes. Or, quand les médias traditionnels organisaient le débat public, ou en tout cas ce que les gens en voient à travers leur télévision ou leur téléphone, ces médias-là sont régulés. Les journalistes sont soumis à des règles de déontologie et globalement, les médias ne peuvent pas faire n'importe quoi. Or, les plateformes, elles suivent une logique qui est très différente et c'est une logique qui est justement d'accentuer en permanence le buzz, le clash. Elles ne valorisent pas la nuance, elles ne valorisent pas la complexité. Et donc, en fait, on risque d'avoir de plus en plus, dans la guerre de l'attention qui caractérise l'architecture du débat public, on va avoir de plus en plus des contenus qui seront des raccourcis, et qui seront issus des deux extrêmes, en fait, des deux pôles extrêmes du spectre politique. Donc, pour répondre à votre question, moi, c'est ça qui me frappe le plus, c'est que nous ne sommes qu'au début d'un glissement qui, s'il n'est pas encadré, risque de
conduire à une forme d'affaiblissement, si ce n'est d'effondrement de la démocratie. Et ça, dû principalement aux plateformes, alors même que les médias eux-mêmes peuvent jouer un rôle régulateur. Les médias le peuvent, mais en réalité, ils utilisent... Parfois dans la surenchère liée à la concurrence. Oui, mais un média, quand il produit un contenu aujourd'hui, il sait que pour que ce contenu soit valorisé, il faut qu'il rentre dans le circuit de valorisation de la plateforme. Et donc, en fait, c'est-à-dire produire des choses émotionnelles, produire des choses caricaturales, produire des choses... Ce qui remonte dans les algos, comme on dit. C'est ça, exactement. Alors, Yael Braun-Pivet, j'imagine que vous partagez ce constat. Vous l'avez dû le vivre d'ailleurs en tant que responsable politique et présidente de l'Assemblée nationale. Mais en même temps, on a le sentiment que, on parlait des médias qui se mettent parfois, pas toujours, finalement à l'unisson de ces règles algorithmiques, mais on a le sentiment que les politiques ont aussi leurs responsabilités. Il y a eu récemment une étude d'un cercle de recherche sur 2 millions de discours à l'Assemblée nationale ces 20 dernières années. Ça s'appelle la fièvre parlementaire, ce monde où l'on catch. Colère, polarisation et politique TikTok à l'Assemblée nationale. On est passé de 22% de discours émotionnels à 40% aujourd'hui, ça en 20 ans. Donc c'est que la politique aussi elle-même s'est dégradée et vous le vivez aussi, même si vous essayez de faire quelque chose pour garder un certain niveau de débat comme présidente de l'Assemblée nationale. Oui, bonjour à tous, ravi d'être parmi vous. Oui, effectivement, mais il ne faut pas avoir une vision idyllique de ce que pouvait être le débat à l'Assemblée nationale dans les temps anciens. L'Assemblée nationale est le lieu du débat et parfois le débat est agité, est animé et ça... Il en a toujours été ainsi. Moi, mes prédécesseurs m'avaient averti en me disant « mais si tu savais ce que moi j'ai vécu », et donc il ne faut pas non plus être naïf et se dire que l'agressivité, même si les chiffres que vous citez sont assez édifiants, l'agressivité dans l'hémicycle a toujours existé. Maintenant, elle est amplifiée aujourd'hui, elle est amplifiée dans les faits, parce qu'il y a une plus grande polarisation à l'Assemblée nationale, avec des groupes extrêmes qui se font face dans l'hémicycle et qui sont extrêmement nombreux. En 2017, quand je suis arrivée, les groupes Rassemblement national et la France insoumise, à eux deux, totalisaient 24 députés. Aujourd'hui, en 2024, le groupe Rassemblement national et la France insoumise totalisent plus de 200 députés. Donc on voit bien que leur nombre a été multiplié par 10 et donc l'opposition, la polarisation de l'hémicycle a explosé. Et cette polarisation, forcément, entraîne de l'agressivité verbale, des oppositions plus importantes parce qu'ils sont situés des deux partis extrêmes de l'échiquier politique. À cela se surajoutent les réseaux sociaux qui font que finalement l'hémicycle devient un écrin à des manifestations verbales, physiques, qu'on pourrait qualifier d'agite-propre, et donc qui ne visent pas à mener finalement un débat parlementaire de qualité, qui ne vise pas à convaincre ses adversaires politiques, mais qui vise simplement à faire du show, à faire de l'agitation, qui va pouvoir après être relayée sur les réseaux sociaux, dans ces médias, sur les chaînes d'infos, qui sont friandes de ces moments d'éclat et qui les relayent malheureusement bien plus que les temps de débat apaisés qui existent néanmoins à l'Assemblée. Il y a des débats apaisés. Et de ses règles. Alors après, l'institution a des règles extrêmement puissantes. Moi, c'est ce que je dis toujours. Malgré tout ça, l'institution fonctionne, elle tourne, elle permet du débat, elle permet des votes. Moi, je rappelle toujours qu'en cette année très agitée et dont on voit encore les soubresauts actuellement, nous avons adopté plus de 30 textes à l'unanimité. L'unanimité. Alors on vient me dire après, mais ce sont des petits textes. Mais en fait, ce sont des textes qui changent la vie des Français. C'est le registre national des cancers. C'est l'aide d'urgence pour les femmes victimes de violences conjugales qui vont pouvoir quitter leur domicile. Ben moi, je ne crois pas que ce soit de petits textes. Mais pour autant, cela, lorsque le débat est apaisé, eh bien malheureusement, ça n'intéresse plus personne.
Alors, le constat est à peu près le même. Au point d'ailleurs, Éric Dupond-Moretti, qu'on était dans la petite salle où on préparait cette rencontre, et vous avez, à un moment, vous avez dit le débat public, il est mort. Vous pensez vraiment qu'il est mort, le débat public? Bah oui, hélas. Ouais, j'espère que le micro va marcher. Ah, j'ai envie de vous dire, à ce point-là... Je prête le mien. Hein. Et le débat public est mort, le micro. Alors, le micro, d'ailleurs, au moment où le débat public est décrété mortel, mort, il marche, moribond, voilà, là, ça a l'air mieux. Allez-y. Oui, le débat public est mort, et pour différentes raisons. D'abord parce que nous assistons à une baisse de niveau. Mais ça, c'est pas toujours ce qu'on dit non plus. Deux secondes. Les adolescents, par exemple, oscillent entre 2000 mots pour ceux qui sont bien nés, 500 mots, 400 mots pour ceux qui n'ont pas la chance de naître dans des familles, je vais dire aisées sur le plan culturel. Donc il y a un affaissement du niveau. Et Yael sait parfaitement que les débats, notamment à l'Assemblée nationale, il y a de cela 150 ans, étaient d'un autre niveau. Il y a un affaissement du niveau, c'est généralisé, donc une baisse de niveau. Puis il y a les réseaux sociaux. Il y a d'ailleurs, à propos des réseaux sociaux, il faut le préciser, ces questions algorithmiques qui amènent toujours les mêmes à être ensemble. Donc il n'y a plus de contradiction. Et dans cette époque de populisme absolu, on peut en reparler, Yael parlait des extrêmes, les extrêmes c'est le populisme. Il n'y a plus de nuance, on est dans la radicalité. La radicalité c'est le contraire du débat, mais regardez, on s'interdit le débat. Vous avez entendu le Premier ministre, il va soumettre le 8 septembre à l'Assemblée nationale la question de confiance. Eh bien le débat il est déjà terminé, un certain nombre de journalistes ont fait leur compte, et ils ont dit non, mais ça passera pas, c'est fini, on est passé à autre chose. C'est quoi autre chose? C'est la démission du président de la République. C'est quoi autre chose? C'est la dissolution. C'est quoi autre chose? C'est les manœuvres de Jean-Luc Mélenchon pour interdire au président de la République d'être le président de la République. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans l'instant, on n'est plus dans la discussion ouverte par le Premier ministre, on est déjà dans l'après. Et oui, il n'y a plus de débat. Et puis alors ensuite, vous avez la question qui se pose, c'est celle du journalisme. Qu'est-ce qu'un journaliste aujourd'hui? Qui est journaliste? Un journaliste aujourd'hui, c'est quelqu'un qui vit du journalisme. Mais un avocat, ce n'est pas quelqu'un qui vit de l'avocature, c'est quelqu'un qui a reçu un enseignement, un certain nombre de règles déontologiques. Tout le monde peut être journaliste aujourd'hui. Et puis encore autre chose, c'est les chaînes d'infos continues. Moi, je suis désolé, mais enfin, j'ai passé ma vie de ministre de la Justice à tenter de démontrer, chiffres à l'appui, que la justice n'était pas laxiste. Mais cette idée de justice laxiste est une idée qui est une idée relayée par le Rassemblement national pour dire, puisque la justice est laxiste, elle génère de la délinquance. Et nous, quand on va arriver au pouvoir, vous allez voir ce que nous allons voir. Le débat, il est tronqué. Il y a 1000 crimes par an dans notre pays. Donc vous avez pour les chaînes d'infos continues matière tous les jours à nous parler d'un crime. Et 50 fois dans la journée. Ce qui finit à la fois par, comment dirais-je, nous inquiéter, et légitimement, et ça nourrit l'insécurité, bien sûr, pour ceux qui la vivent, pour les victimes, pour les témoins, mais aussi le sentiment d'insécurité. Et ça, on ne peut pas le nier, c'est un fait. Ah ben, on ne peut pas le nier, mais écoutez, allez dire ça à M. Pro et à ses amis, et vous verrez ce qu'il vous répondra. Il vous répondra, mais non, pas du tout, c'est vous qui êtes déconnectés. Mais non, il y a moins de meurtres aujourd'hui dans notre pays qu'en 1994. Mais à force de 6 h du matin à 6 h du matin de nous dire qu'il y a cette criminalité ambiante, et elle existe, moi je ne la nie pas, mais ça finit par créer dans nos esprits quelque chose qui est assez délétère et qui ne nous donne pas envie d'être résolument optimistes. Voilà pourquoi le débat public, il est tronqué. Je peux vous donner d'autres exemples. Je vais laisser la parole à ceux qui sont ici à mes côtés. Je veux partager la parole avec eux. Mais on a décidé, là, depuis une semaine, sur CNews, que le président de la République n'avait rien fait pour lutter contre l'antisémitisme. Il y a 50 bandeaux. Il n'a rien fait. Et quand Netanyahou le critique, naturellement, on reprend la critique de Netanyahou. Et ça vient confirmer, conforter le fait que le président de la République n'a rien fait. Je ne veux pas vous parler des circulaires que j'ai prises.
Et c'est très très modestement ce que l'État a fait pour lutter contre l'antisémitisme. Je ne veux pas reprendre ce que Yael a dit, la façon dont elle a été traitée d'ailleurs. Je ne veux pas reprendre ce que l'on a fait au niveau de l'Europe. Mais voilà, ça donne sur le bandeau. Il n'a rien fait, rien. Et ça ne devient plus quelque chose que l'on peut factuellement discuter. Ça devient un axiome. Oui, le débat public aujourd'hui est pourri. Alors, Éric Dupond-Moretti. Peut-être, puisque la profession de journaliste, c'est pas moi qui vais répondre, même si j'ai quelque chose à voir avec le journalisme, est mise en cause par votre voisin. C'est un peu ce que vous avez l'impression que vous avez donné. Qu'est-ce que vous en pensez, Pierre Alouette? Parce que le journalisme, Chloé avait l'air de nous dire que c'est quand même une garantie face au tout venant des réseaux sociaux, qu'il y a quand même une déontologie, qu'il y a quand même une méthodologie, qu'il y a quand même une vérification de l'information, qu'il y a quand même des marques médias qui sont fortes. Y compris dans un groupe qui s'appelle Les Échos, Le Parisien. Et là, Éric Dupond-Moretti nous dit, mais n'importe qui... voilà. Est-ce que pour vous aussi, le débat public est mort, sachant que, là aussi, je reprends ce sondage, 36% des Français seulement estiment que les médias jouent un rôle positif dans le débat public aujourd'hui. Bon, on a déjà ouvert énormément de tiroirs et de réflexions sur tous ces sujets-là. Moi, j'avais envie de rejoindre un certain nombre de choses qui ont été dites, notamment par Chloé au début, mais on a assisté depuis quelques années, et ça, ce ne sont pas les journalistes. Moi, je suis plutôt magistrat à l'origine, donc je ne suis pas vraiment journaliste. Hein, les journalistes qui en sont les premiers responsables, mais on a assisté à l'émergence d'un vrai questionnement des faits. Aujourd'hui, et ça Hannah Arendt l'avait annoncé il y a déjà 50 ans, elle avait dit le siècle prochain, et je crois que Chloé le cite dans ses livres aussi, ce sera un siècle où on questionnera ce qu'est un fait. Donc, et ça, c'est plutôt un homme politique, d'ailleurs américain, et son entourage qui ont inventé ça. Les faits alternatifs, la notion, et ça aussi c'est une autre notion qui est importante dans le débat aujourd'hui, et une notion à laquelle les femmes et les hommes politiques essaient de s'habituer, mais qui n'est pas encore complètement établi partout, c'est narratif. C'est-à-dire mettre en circulation un narratif qui est une façon de raconter une vérité ou une vérité alternative. C'est ce que vous disiez, Monsieur le Ministre, sur le nombre de crimes ou quoi. C'est probablement pas vrai, ça n'a pas augmenté, mais c'est tellement souvent répété est tellement portée par certains que ça devient une vérité alternative et qu'il est donc compliqué de la contester puisqu'elle est partagée de façon assez simple par tout le monde en disant bah oui, c'est devenu une vérité d'évidence. Donc la première chose, c'est que le fait lui-même est un objet de discussion. Ça, c'est quand même un peu embêtant quand on veut construire non pas sur du sable mais sur des réalités. La deuxième chose, moi, qui me fascine beaucoup dans la période dans laquelle on est, c'est la déception vis-à-vis de la démocratie. Alors, ça a beaucoup été dit ici ou là, mais il y avait ce sondage du Cevipof aussi, tu mentionnais d'autres sondages, mais le Cevipof disait pour 48% des Français, la démocratie, ça marche pas bien, c'est pas efficace. Et ça, c'est super embêtant. C'est probablement pour moi la pire information que j'ai vue depuis longtemps, c'est pour 48%, c'est pas efficace, et pour près de 70%, oui, à un pouvoir plus fort. Donc là, on arrive dans ces tendances de dire c'est pas efficace parce que c'est comparé à l'efficacité, par exemple, d'une machine. Nicolas connaît très bien la technologie aussi, à l'efficacité d'un algorithme, on va en reparler, comparé à d'autres systèmes scientifiques qui fonctionnent autour de nous, c'est pas très efficace. Mais oui, parce qu'on essaie de prendre des décisions. Madame la Présidente l'a rappelé, il y en a beaucoup qui sont prises, des lois qui sont adoptées, mais puis il y a aussi des choses qui ne changent pas. Au fond, dans les grands sujets de déception vis-à-vis de la démocratie, les gens disent ça règle pas complètement le chômage, ça règle pas complètement la dette, et ça règle pas complètement mon problème de sécurité. Mais non, ça ne règle pas complètement. Une dictature, entre parenthèses, c'est beaucoup plus efficace qu'une démocratie. Non, mais tu sais, c'est ce phénomène qu'on voit de régimes plutôt autoritaires dans lesquels on dit nous on va régler et nous on va transformer. Donc moi je suis très inquiet que dans notre pays, on arrive à ce niveau-là de déception. On est passé de la déception à la défiance. Et ça c'est quand même aussi très dangereux. C'est qu'on se dit ils n'ont pas rempli ils n'ont pas fait le job, et donc on va essayer, peut-être on essaiera la dernière formation qui n'a pas encore été employée, et donc on verra comment ils pourront faire. Donc là-dedans, est-ce que les journalistes ont un rôle particulier? Bien sûr, ils ont un rôle particulier, ils sont des médias. Donc les médias, évidemment, c'est intermédiaire entre un émetteur, qui peut être une femme ou un homme politique, et puis le public. Mais ces médias-là, je pense, et ça on peut le dire, on a tous en tant que médias beaucoup de mal à s'habituer à ce qui est devenu l'immédiat. Et en fait, c'est le rapport au temps qui a énormément changé. Il y a des phénomènes qui peuvent tourner pendant 4-5 jours, puis après on va passer au phénomène d'après, et ça sera 5-6 jours sur le même phénomène, et ça sera martelé. Et tout ce qui est temps long est extrêmement difficile à partager. Quand le Premier ministre
Et je trouve qu'il faut saluer cette démarche-là. Essayer de se mettre dans une perspective longue. D'autres vont le faire dans quelques jours. La dette française, elle ne remonte pas à hier, elle remonte plutôt à avant-hier. Enfin bon, Nicolas pourrait en parler beaucoup mieux que moi, mais ça peut embêter assez vite sur une chaîne ou dans un endroit, parce que ça ne va pas assez vite, ça ne change pas assez vite. Il faut qu'il y ait quelque chose d'immédiat. Et puis alors, le dernier point, c'est l'immédiateté, c'est vraiment le propre des réseaux. On les accable de bien des mots, et je ne suis pas le dernier, j'ai écrit tout un bouquin là-dessus, mais quand même, il y a une chose qui, moi, me frappe beaucoup avec eux, et Monsieur le ministre, vous l'avez mentionné, c'est que le réseau social aujourd'hui, c'est le lieu où ne pas rencontrer les autres. C'est le lieu où rencontrer soi-même. Les tunnels cognitifs, ce sont des ensembles, des sous-ensembles qui jamais ne s'assemblent. C'est-à-dire qu'on va être avec ceux qui pensent comme soi, et on ne sera jamais avec ceux qui pensent autrement, on ne peut pas les voir, ils n'existent pas. Et c'est tout le contraire de la formation de l'opinion démocratique. Et ça ouvre ce problème de la crise au sein de la démocratie. Alors, paradoxe de réseaux sociaux qui deviennent asociaux, finalement. Mais justement, Mathieu Stéphanie, vous qui avez été un acteur, vous avez par exemple créé une boîte qui s'appelle Cosa Nostra, vous avez vraiment porté pendant longtemps. Cosa Nostra, c'est le cousin. Cosa Nostra, c'est autre chose. Bon, voilà. C'est un lapsus qui n'est pas révélateur. Une belle introduction, ouais. C'est sympa. Cosa Nostra, qui a accompagné beaucoup de médias dans leur évolution digitale. Vous connaissez les questions. Vous produisez, je l'ai dit, un podcast vidéo, audio, deux même d'ailleurs, qui marche très très bien. On voit que le monde des réseaux sociaux est devenu un peu le bouc émissaire à accuser, à pointer du doigt pour dire le débat public est mort. Est-ce que vous vous satisfaisez de cette espèce de condamnation d'une technologie qui, d'ailleurs, dont personne ne peut se passer en même temps, parce que personne ici ne dit qu'on va les supprimer ou qu'on va les interdire. Et ce qui est fou quand on y réfléchit, c'est que il y a 40 ans, hier, hein, il y avait le PAF, c'était 6 chaînes. J'exagère un peu, je ne m'en souviens plus, j'étais jeune, mais 3 stations de radio, 3 chaînes de télé. Et aujourd'hui, c'est le PAF, 70 millions de chaînes potentielles. On se dit c'est quand même un progrès extraordinaire, phénoménal. Mais en effet, on a vu depuis tout à l'heure que les algorithmes vont choisir pour vous ce qu'il faut mettre en avant. Et puis, derrière, il y a des acteurs politiques, économiques, qui, pour moi, en grande partie, sont trop moutonniers. Pour certains, manquent de courage aussi. Moi, je le vis au quotidien. Je vois des gens qui ne veulent pas venir sur mon podcast, des patrons, parce que, en fait, je ne fais pas de coupe. Parce que je mets tout, 2h30, 3 heures de contenu. En ligne, d'interviews, d'échanges, de discussions, parce que moi je ne suis pas journaliste, donc j'appelle pas ça une interview, et qui vont me dire, mais oui, mais tu comprends, nous on est coté en bourse, ou tu comprends, mais les éléments de langage, le politiquement correct, ces choses-là. Puis il y en a d'autres qui le font, il y en a plein, je dois les saluer. J'ai reçu Sébastien Bazin, j'ai reçu Carlos Ghosn, j'ai reçu le président de la République qui viennent, qui acceptent mes termes. Mais aujourd'hui, il y a un gros manque de courage chez beaucoup de personnes, et on peut aller, je pense, à contre-courant. Moi, j'ai créé ce podcast Génération Do It Yourself en 2017, à un moment où on disait dans tous les médias, je pense que Pierre ne dira pas le contraire, il faut faire plus court, plus, sortir 8 articles par jour par journaliste, etc. Des articles courts, du 140 caractères, etc. Moi, je suis arrivé avec des formats qui font grand minimum 1h45. Je crois que mon premier épisode faisait 1h45. Je me suis dit, personne ne va écouter ça. Et en fait, je crois que le plus long fait 4h10. Et 4h10, le taux de complétion moyen de ce que je propose... C'est le soulier de satin du contenu YouTube, quoi. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en revanche, le taux de complétion est supérieur à 70%. En moyenne, 70% des gens qui écoutent Génération Do It Yourself vont jusqu'au bout. Donc on n'est pas obligé d'abrutir les gens. On n'est pas obligé de suivre ce que les algorithmes nous proposent et nous imposent. Les Français ne sont pas complètement cons. Les Français, en fait, ils sont plus intelligents que ce qu'on pense. Et on peut leur proposer des choses, ils veulent l'apprendre. Mon épisode récent avec Carlos Ghosn, vous prenez ça, ceux qui l'écoutent, je vous recommande vraiment, un peu de promo, ça fait jamais de mal au passage, mais de l'écouter. On a plein d'apprentissages. J'aurais pu passer 2 heures à essayer de savoir comment c'était dans sa malle, à essayer de savoir comment... Non, j'ai profité de quelqu'un qui a une parole libre, qui est à un endroit, on l'aime pas, c'est pas le débat. Mais il m'explique plein de choses. Donc je pense qu'il faut chacun prendre ses responsabilités. Les hommes, les femmes politiques, aujourd'hui, ils ne les prennent pas forcément. Ils utilisent les réseaux sociaux parce qu'ils ont compris les algorithmes, parce qu'ils vont taper sur les autres, parce qu'ils vont taper sur le pouvoir en place, pas pour la France. Ils s'en foutent. Et parce qu'ils veulent se faire élire derrière, parce qu'ils veulent plus une caisse de résonance plus importante. Il y a un moment, en fait, chacun doit prendre ses responsabilités, pas forcément suivre les règles qui nous sont imposées par des réseaux sociaux américains ou chinois.
Voilà, donc ce n'est pas en eux-mêmes les réseaux sociaux qui abîment la démocratie, c'est l'usage qu'on en fait davantage. Exactement, l'usage qu'on en fait. Sur YouTube, nous, on fait des cartons, c'est un réseau social, YouTube, on voit ça comme une... Mais sur YouTube, on fait des cartons avec, encore une fois, des gens qui regardent, enfin, des centaines de milliers, des millions de personnes qui regardent des contenus longs, très longs. Les gens ne sont pas que des bourrins. En effet, on a un peu de tout. On reviendra tout à l'heure au remède. Nicolas Dufour, vous êtes le directeur général de BPI France, la banque publique d'investissement. C'est intéressant parce que j'ai vu, en préparant cette session, que vous alliez organiser dans peu de temps le grand rassemblement annuel là, qui s'appelle BIG, des entrepreneurs, des gens de la tech, des start-upers. Et là, le thème que vous avez choisi cette année, c'est la vérité. Alors, c'est un peu étonnant que tout d'un coup, en matière d'entreprise et de création d'entreprise, on parle de la vérité. Mais ce qui est vrai, c'est que dans le monde économique, on a de plus en plus, y compris là où, en principe, il y a de la statistique, de mal à s'accorder sur ce qui est un fait. Je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure. Le président Trump, lui, il vient de virer la responsable des statistiques parce que les chiffres de l'emploi ne le satisfaisaient pas. Puis dans d'autres pays, c'est exactement la même chose. Vous constatez qu'à la fois, non seulement le débat public, mais même l'action de dirigeants d'entreprise, elle souffre de cette incapacité aujourd'hui qu'on a à se mettre d'accord sur ce qui est réel et ce qui ne l'est pas? J'ai envie de dire que si on avait écouté les chefs d'entreprise depuis 1974, on n'en serait pas là. Les chefs d'entreprise ont toujours dit la même chose. J'ai relu pas mal des bouquins, parce que je sors un livre sur la dette sociale dans 15 jours, son histoire depuis 1974. Donc j'ai relu ce qu'on se disait dans le débat public français dans les années 74, 75, 76, puis la période Raymond Barre, etc. Et ce que disait le CNPF de l'époque, c'est pas très éloigné de ce que dit le MEDEF aujourd'hui. Il y a une absolue constante de nous tous, chefs d'entreprise, sur voilà ce qui est bon pour la France. Sauf que ça n'a jamais été entendu. Jamais. Alors pourquoi ? Bon, la vérité, c'est que depuis 1974, et de manière tout à fait légitime d'ailleurs, on a voulu ajouter du progrès social au progrès social. Et on l'a fait tous les semestres, sans cesse. Et les radicalités sont montées en même temps. Plus on a rajouté du progrès au progrès, plus les radicalités montaient. Enfin, progrès depuis 1974, il y a aussi une crise sociale très forte, parce que le phénomène du chômage de masse, il date de ces années-là. Le chômage de masse explique une très grande partie des nouvelles prestations sociales créées, qui ont créé elles-mêmes des comportements, et je les appelle quand même des progrès, mais qui sont une source fondamentale de la dette d'aujourd'hui, il faut bien le voir aussi. Alors pourquoi est-ce que les radicalités montent au moment où l'État-providence monte? Parce que le débat public est complètement vérolé. Parce que le centre, qui est la source même de tous ces progrès sociaux, ne sait pas communiquer, ne sait pas se défendre, ne sait pas expliquer. Alors aujourd'hui, dans le monde des réseaux sociaux, c'est pas compliqué. Soit on joue le jeu de TikTok, des algorithmes, soit on le joue ce jeu, soit on est dans l'arène, on torait comme on doit torer le taureau, quoi. Soit c'est foutu. Alors au premier semestre 2024, on a regardé très précisément, on a écouté, il y a beaucoup d'entreprises qui font ça, Mathieu le sait bien, les engagements politiques sur les 4 grands réseaux sociaux français, c'est-à-dire YouTube, TikTok, évidemment Instagram. Meta et le Facebook, 4e et X. Quand on regarde ces 4 plateformes-là, 95% des engagements, c'est-à-dire les likes ou les interventions, étaient contre le centre. 95% étaient soit pour l'extrême gauche, soit pour l'extrême droite, 95%. Alors que le centre représentait encore 25%, on va dire. Donc il y a un énorme problème de redressage, je ne sais pas quel serait le mot, ou de redressement de la part de voix sur les réseaux sociaux, qui doit être adressée. Et ça va être de pire en pire, parce que les réseaux sociaux, aujourd'hui, sont d'ores et déjà à peu près à 40% des machines. Je ne parle pas des algos. Je dis que les gens auxquels vous pensez parler n'existent pas. Ce sont des avatars d'intelligence artificielle, pur et simple. Ils ont des vies, ils ont des chats, ils ont des chiens, leurs enfants sont malades, tout est faux. 40%. Et on va monter à 80%. Les réseaux sociaux vont devenir en fait un instrument de publicité, pur et simple. Il faut que les gens le comprennent. Ça va prendre des années pour qu'ils le comprennent. Dans cette période-là, qui va durer, je ne sais pas moi, 5 à 10 ans, la propagande, notamment de nos ennemis extérieurs, va être extraordinairement puissante. Donc, comment est-ce que le centre, dans lequel je compte tous les chefs d'entreprise d'une manière ou d'une autre, le centre réaliste, peut contre-attaquer? C'est ça la question. Eh bien moi je dis qu'il doit jouer le jeu. Il doit jouer le jeu, c'est-à-dire, il a participé à des podcasts évidemment,
Mais il y a, si pour obtenir l'attention d'un jeune de 24 ans, il faut parler seulement 45 secondes sur TikTok en sortant quelque chose de très punchy, un peu gore, un peu porno même, hein, mais il faut le faire. Faut y aller. Pourquoi je dis porno? Non, mais je vais m'expliquer. Ouais. Quand vous faites des émissions culinaires sur TikTok, ça s'appelle la porn food. La porn food. Vous faites pas genre comme avant. Vous sortez un hamburger bien gras. L'autre jour, je voyais une entrepreneuse qui vendait des madeleines sur TikTok. Elle marche très très bien. Je lui dis, mais comment vous vendez des madeleines sur TikTok? Je fais de la porn madeleine. Et c'est quoi? C'est une énorme madeleine avec du chocolat qui coule. Avant, on avait Maïté. Et donc, ce que je veux dire, et comme ça, vous le retiendrez, c'est que nos messages à nous, entrepreneuriaux, les messages, bon, grosso modo, les messages du centre, soit on réussit avec des punchlines intéressantes à les communiquer comme ça, et on sera entendu, soit on continue de le faire dans la dentelle comme avant, en attaquant le rationnel, ça ne marche plus, et on ne sera pas entendu. Donc et on sera définitivement battu. Ceux qui tiennent un discours rationnel comme vous, et je crois que vous êtes présents d'ailleurs sur TikTok, vous ayez la porte d'entrée émotionnelle. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Oui, il faut adopter les codes qui permettent d'utiliser ces réseaux, si possible, en les tournant dans le bon sens. Absolument. Et je pense qu'on doit tous le faire. Et pourquoi est-ce que la BPI fait le big depuis 10 ans? C'est pour ça, c'est qu'on est dans un combat contre les minorités vociférantes. Si vous n'êtes pas vociférant, vous êtes foutu. Donc on a dit, on va faire un événement. Soit on fait quelque chose de classique, soit on fait big. Et on fait big. 20 000 entrepreneurs dans un stade, une journée. Et des audiences sur Internet absolument gigantesques. Donc il ne faut pas avoir peur de ce qu'on pense, et il ne faut pas avoir peur de le pousser par, j'ose le dire, de la guide propre, les bonnes méthodes d'avant, qui sont les méthodes de nos ennemis. Éric Dupond-Moretti, Nicolas Dufour, il faut l'applaudir. Dans cette, et pour en venir un peu à la façon dont on peut, je ne sais pas s'il faut corriger ces dérives ou essayer de reconstituer un débat public qui est mort, il faut quand même souligner que c'est aussi un élément de guerre informationnelle, qu'il y a des ingérences extérieures qui poussent à cette dégradation. Comment est-ce qu'on combat ça? Est-ce que, d'après vous, le droit peut faire quelque chose? Parce qu'il semble assez impuissant aujourd'hui face à la force, j'allais dire. D'abord, il y a quelque chose qui me trouble. Vous avez passé la parole à votre confrère et vous avez dit l'ancien ministre met en cause les journalistes. Ouais. Vous allez trop vite. Je ne mets pas en cause les journalistes. Comme je n'ai jamais mis en cause les magistrats lorsque j'étais garde des Sceaux. Mais il y a de grands journalistes, et par définition, il y en a des petits. Comme il y a des grands avocats, il y a des petits aussi. Et des grands garagistes, et des grands patrons. Et des grands politiques, et des petits. Oui, bien sûr. Vous avez compris le principe. Oui. Mais merci. D'où peut venir la régulation? Si elle vient des politiques, vous serez les premiers à hurler, et à juste titre. Vous ne respectez donc pas la liberté de la presse et la liberté d'expression. Ça peut venir de vous aussi. Alors moi, j'avais dit il y a longtemps, un conseil de l'ordre. On m'a dit, ouais, mais c'est une mesure vichiste, vous n'y pensez pas. Oui, ben, le conseil de l'ordre des avocats aussi, c'est Vichy. Le conseil de l'ordre des médecins, des pharmaciens. Le tout, c'est que ce soit géré par vous, entre vous, par vous. Mais il faut faire quelque chose parce qu'on est en train de se faire dévorer. Pardon, hein? Et puis, il y a les influences étrangères. Les puces de lit, par exemple. Ah, les puces de lit, je vais vous faire le truc, là. Toujours pro, vous allez dire que je m'acharne sur lui, mais... Oui. Il n'est pas là, en plus, donc il faut faire... Parce que ouais, mais c'est pas grave. Bien de s'attaquer à des gens qui sont pas là. C'est pas bien grave, il me crache dessus tous les jours, et je suis pas sur son plateau, parce que j'ai de bonnes raisons de ne pas y aller. Les puces de lit. Ah ben, écoutez, alors... Et les migrants? Ah, alors, je ne dis pas que ça a un lien, mais je pose la question. J'ai quand même bien le droit de poser la question, non? Et là, il s'adresse aux types qui sont à côté de lui. Il n'y en a pas un qui lui porte la contradiction. Voilà comment on met le verre dans le fruit. Et donc, pour un certain nombre de téléspectateurs, ben, il y a un lien évident entre les puces de lit et les migrants. Bon, je peux multiplier les exemples. L'histoire de Brigitte Macron. Ben, pardon, mais ça a été relayé par les Russes. Brigitte Macron et son frère et sa sœur. D'où ça part, ça? De deux dingues.
l'une qui se prétend journaliste d'ailleurs, et l'autre qui est une voyante. Et puis l'extrême droite reprend ça, un dénommé Poussard, bien implanté dans l'extrême droite. Pourrait poser la question à M. Bardella, il arrive tout à l'heure. Et M. Poussard, il exporte ça aux États-Unis. Et c'est repris par Mme Candace Owens, qui connaît parfaitement Marion Maréchal Le Pen, qui va même l'inviter en France à faire le pèlerinage de Chartres. Je le dis dans les médias. Vous avez entendu une réprobation, vous avez entendu des gens dire mais on est chez les dingos là, monsieur. Et il y a des années que cette saloperie de rumeurs prospère. Un de vos confrères sur CNews dit mais le président de la République, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise moi, c'est un homme battu, il s'est pris une claque à la sortie de l'avion, il ne peut pas diriger un pays. Voilà. Et il faudrait ne rien dire et assister passivement à cette dégradation du débat public. Donc moi je pense que, parce que alors c'est gentil de faire des colloques, de papoter entre nous, c'est super, moi j'adore être ici, je suis venu souvent d'ailleurs, mais l'année prochaine on peut recommencer. Si vous ne faites rien, et l'initiative elle doit venir de vous, des journalistes et des grands journalistes. Moi je ne mets pas en cause le Parisien, c'est pas vrai ça, mais le Parisien il peut dire avec d'autres journaux sérieux, mais là il faudrait peut-être qu'on s'interroge sur le fonctionnement de la presse, parce qu'on est en train de tuer le débat public et la liberté de la presse. Oui. Alors dans ce que vous dites, il y a des choses qui viennent de la presse, des choses qui ne viennent pas de la presse non plus. Voilà. Vous avez cité des gens qui... C'est pas parce qu'on se dit journaliste qu'on est journaliste. Hein, voilà. Mais bien sûr, c'est pas parce qu'on se dit journaliste qu'on est journaliste. Ouais. Et moi, je veux mettre là-dedans de la nuance. On ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac. Ouais. Vous comprenez? La justice, c'est d'abord la signature de ceux qui la rendent. Donc, et le journalisme, c'est pareil, monsieur. Mais on ne peut pas continuer dans cette dérive-là. Alors, regardez les choses, regardez passer les trains sans vouloir à un moment les arrêter. Voilà. Alors, comment arrêter les trains? Et comment reconstituer un débat démocratique vivant, parce que les gens ne veulent pas du tiède, et ça vous l'avez très bien dit Nicolas Dufourcq, c'est vrai que si on est tout le temps, et c'est vrai que les trains qui arrivent à l'heure, ça intéresse moins que les trains qui n'arrivent pas à l'heure, hein, qu'on le veuille ou non, et aux Parisiens comme dans tous les médias on le sait. Pierre, comment vous voyez cette interpellation, en tout cas, cette vraie interrogation sincère et forte d'Éric Dupond-Moretti et la manière dont on peut faire avancer les choses là-dessus? Voilà, c'est vraiment une question extrêmement vaste, mais je pense qu'il a été assez bien souligné qu'il il faut de tout pour faire un monde, et donc un sous-ensemble de journalistes. Il y a des bons, des moins bons, il y a toutes sortes de... Bien sûr, alors, quand la question de l'ordre professionnel, pourquoi pas? Il y a déjà un conseil de déontologie, il pourrait être transformé. Moi, je ne veux pas du tout me défiler par rapport à cette question-là, mais elle me semble importante, mais au demeurant pas prépondérante dans le paysage médiatique. Je vais vous expliquer pourquoi, dans lequel nous sommes. Beaucoup plus importante à mes yeux est la question de la réglementation des algorithmes, parce que l'algorithme, c'est la grammaire du monde numérique. C'est beaucoup plus important. Les journaux, et notamment ceux que je préside, je dirige, 40% de leur trafic, ou 45%, ça dépend, vient des grandes plateformes. Donc les journaux médias ont été intermédiés. L'accès à notre public, maintenant, il est intermédié. Donc en fait, on est en état de dépendance économique, la plupart du temps, par rapport à des gens qui nous apportent du trafic. Et eux nous apportent du trafic, et ce trafic-là, et l'utilisation qu'ils font de nos contenus, puisqu'on est des fournisseurs de contenu d'ailleurs assez rarement rémunérés. Vous êtes meilleur juriste que moi, mais quel est ce monde dans lequel on prend quelque chose à quelqu'un sans lui demander, on le revend à un autre et on garde l'argent? Ça avait un nom jadis, hein. Depuis les Babyloniens, ça s'appelait du vol. Bon, ça reste assez vrai quand même, et dans bien des dimensions du monde numérique, ça se passe comme ça. On va monétiser, le mot est affreux, on va monétiser votre attention, notre attention à tous, et on va monétiser des choses qu'on n'a pas financées. Donc ce monde-là est profondément déséquilibré. C'est d'ailleurs pas tout à fait un hasard si le président américain défend autant ces plateformes-là, parce que ce sont les grandes sources de création de richesse et de puissance aujourd'hui pour l'économie américaine. Et donc l'économie numérique, elle est gouvernée par des gens qui ont écrit la grammaire du monde numérique. Et cette grammaire, elle veut, et ça a déjà été dit plusieurs fois ici, elle veut que ce qui est le plus extrême rapporte le plus d'argent. Nicolas a évoqué ce mot d'engagement, on disait engagement jadis, c'est passé dans le français, quoi. C'est la capacité qu'on a à tenir quelqu'un, à le faire rester, et s'il reste, eh bien, ça va faire gagner plus d'argent à la plateforme. Donc en réalité, la monétisation de l'attention, c'est la monétisation de la polarisation. La monétisation de la polarisation,
c'est la monétisation de la fragmentation. Et la fragmentation, c'est le déni de la démocratie. Donc si on ne s'attaque pas à cette grammaire algorithmique-là, on va assister à cette déliquescence. Et effectivement, vous avez raison, on pourra se retrouver avec un grand bonheur au même endroit l'an prochain et constater qu'on n'a pas réussi. Donc l'enjeu, c'est cette grammaire. La grammaire, c'est ce qui fait, au fond, l'image dans le tapis, hein, comme disait Henry James, c'est le fondement de notre conversation démocratique aussi. Donc cette grammaire-là, il faut qu'on intervienne. Ça passe par des dimensions européennes, et c'est pour ça qu'on a besoin d'une Europe qui tienne la route aussi, qui soit forte. On a fait 5 textes sur le numérique en 6 ans. Ça fait beaucoup de textes, mais faut-il encore qu'ils existent et que face à une pression, on ne batte pas en retraite. Voilà. Donc tout ça, ce sont des grands enjeux. Et moi, parce que le temps passe, moi j'ai envie de partager aussi une envie que ça marche, quoi. Et pour que ça marche, je crois qu'il faut continuer à se battre, à alimenter ce débat, malgré les travers, les dérives. Il faut continuer à être présent. C'est Chloé qui est ici, et je voudrais lui rendre cet hommage-là, parce que c'est une phrase que je cite tout le temps, elle ne le sait pas, mais je cite tout le temps l'autrice, celle qui a écrit cette phrase-là. Dans le débat démocratique, si tous les dégoûtés sont partis, il reste que les dégoûtants. Je ne sais pas si c'est une phrase à vous ou si vous l'aviez trouvée, mais je trouve ça génial parce que phrase de Chloé Morin, donc. Il ne faut pas qu'on soit dégoûté, hein, il faut rester dans le débat, il faut participer, il faut que les entreprises participent. Ça a été dit, c'est capital pour moi. L'entreprise, c'est le lieu de création de richesse, c'est ce qu'on dit dans les Échos et un peu dans le Parisien à longueur de journée. C'est le lieu fondamental de création. Il faut que les gens aient envie d'y passer du temps et y passent leur vie parce que c'est là que ça se crée. Et il faut que tous les médias, pas que les privés, parlent de l'entreprise. Il ne faut pas que l'entreprise soit le grand oublié de toute une partie des médias de ce pays qui va parler de l'ensemble des travers et des maux sociaux qui sont réels par ailleurs, mais qui ne parlera jamais d'histoire de succès d'entreprise parce que ça n'intéresse personne. Et Nicolas, tu as dû rencontrer ça souvent devant toi. Faire parler d'un succès, c'est beaucoup plus compliqué que de faire parler d'un échec. Alors ça, c'est aussi une des règles journalistiques fondamentales. Ça m'avait été expliqué quand j'étais PDG de l'agence France Presse il y a des années. J'ai demandé à un vieux journaliste chenu, c'est quoi la règle? Qu'est-ce qui est une info? Qu'est-ce qui n'est pas une info? Il m'avait dit la règle, elle est claire. Si un chien mord un homme, c'est pas une info. Un homme mord un chien, c'est une info. Ouais. C'est certain. J'espère que c'est pas arrivé dans cette salle. Chloé Morin. Oui, je voulais juste rebondir. Je partage entièrement ce qui vient d'être dit. Je pense que vraiment, dans la bataille de l'attention, qui est devenue la bataille pour capter notre attention, qui est devenue le débat public, il y a 2 camps en fait. Il y a ceux qui considèrent qu'il faut jouer selon les règles du jeu. Et ceux-là finiront, et notamment les responsables politiques, mais aussi les intellectuels, finiront par être des influenceurs, parce que intégrer la grammaire des réseaux sociaux, c'est devenir un influenceur, c'est jouer sur l'émotion, c'est simplifier son discours, c'est abandonner la nuance, le temps long, la complexité, etc. Et on voit déjà qu'il y a des responsables politiques qui deviennent des influenceurs. Et puis il y a ceux qui pensent, et j'en fais partie, qu'il faut changer les règles du jeu. Et évidemment, c'est pour ça que l'échelle européenne me semble être l'échelle nécessaire de cette action-là. C'est-à-dire que contraindre les plateformes à modifier, ne serait-ce que par exemple rendre transparente leur stratégie qui vise à capter notre attention et la retenir le plus longtemps possible. En fait, elles développent des stratégies pour monétiser notre attention. Et en fait, la bataille, selon moi, pour la démocratie, elle se joue aujourd'hui ici. C'est une bataille pour la souveraineté cognitive, en fait. C'est une bataille pour nous permettre de retrouver un véritable choix dans ce qu'on regarde et dans les vidéos et les contenus qu'on consomme au quotidien. Et donc c'est une bataille européenne, parce qu'il y a eu ce qu'on appelle le Digital Service Act, mais certains disent qu'il est peu puissant face à la force des grands réseaux américains, notamment des GAFAM, etc. Voilà. Oui, c'est un début, et c'est pour ça que, évidemment, que la mise en cause des médias, les médias sont un sujet, mais en réalité, aujourd'hui, ils sont déjà inféodés aux plateformes, et ils savent très bien, un journaliste aujourd'hui, quand il écrit un papier, il sait qu'il y a un certain nombre de règles à suivre pour que son papier devienne viral sur les réseaux sociaux, et donc deviennent potentiellement rentables. Et quand vous écrivez des tribunes, vous savez maintenant très bien si une tribune va être lue par 5 personnes ou lue par 1 million de personnes. Yael Braun-Pivet, dans une assemblée, dans un contexte politique que l'on connaît, vous gardez une confiance sur la possibilité de revivifier un débat constructif ?
Oui, forcément. De toute façon, il faut avoir confiance parce que si on n'a pas confiance, c'est la démocratie qui est en danger. Et ça n'est pas acceptable. Il faut absolument qu'on arrive à recréer à l'Assemblée nationale, au Sénat, dans notre vie politique d'une façon générale, un débat de qualité. Parce que finalement, même si avec tout ce qu'on a dit sur les réseaux sociaux, sur les chaînes d'infos et tout ça, ils ne sont finalement que le reflet aussi de ce qui se passe dans le champ politique. Et moi, je crois qu'il ne faut pas abandonner le champ politique, de la nuance, de la complexité, du temps long, de penser la société, etc., pour simplement le cantonner au mode des réseaux sociaux et à la façon dont cela fonctionne. Bien sûr qu'il faut aller sur les réseaux, bien sûr qu'il faut aller sur les chaînes d'infos, mais il faut quand même réussir à concilier avec la complexité et la nuance. Aujourd'hui, en France, politiquement, on débat mal, on légifère mal. Et ça, je pense qu'on peut tous le constater jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. Et donc, il faut absolument qu'on arrive à mieux faire. Comment on fait? C'est du temps long. En fait, quand on légifère vite, quand on sape le débat, quand on l'escamote, bah, ça ne marche pas. Et parfois, c'est une majorité qui elle-même renvoie un texte. Exactement. Non, mais donc, il faut du débat. Ce qui s'est passé avec cette fameuse loi du plomb. Avec la loi du plomb. La société s'est saisie d'un débat que l'Assemblée nationale avait coupé. Donc, mais ça montre à quel point, quand il y a un beau débat à l'Assemblée nationale, ça a de l'impact sur le débat public. Donc, il faut absolument qu'il y ait du débat à l'Assemblée nationale. Donc, essayer de limiter au maximum les obstructions d'un côté et les escamotages du débat de l'autre. Il faut absolument retrouver du temps long, parce que le débat, ça nécessite du temps long. En fait, on ne débat pas en 30 secondes, on ne débat pas en 200 mots. Le débat, pour rentrer dans la complexité et la nuance, ça prend du temps. Et puis, il faut associer. En fait, il ne faut pas débattre simplement entre politiques, il faut débattre avec les citoyens, il faut débattre avec la société civile organisée, il faut débattre avec les chefs d'entreprise, il faut débattre avec les syndicats, il faut débattre avec les associations. Il faut faire débattre la société dans son ensemble. Et si on fait cela, eh bien, on arrive à un débat apaisé, de qualité et constructif. Et j'en veux pour preuve, j'ai un petit exemple, mais qui est sur un texte absolument fondamental. Prenez le texte sur la fin de vie. Ce texte sur la fin de vie, il fait l'objet de travaux depuis plus de 3 ans. Et ça a commencé par le CCNE, le Conseil national d'éthique, qui s'est saisi du sujet, des experts qui ont travaillé, qui ont débattu. Puis nous avons eu la Convention citoyenne, des citoyens tirés au sort qui, pendant des mois, vont travailler un sujet, le faire infuser. Et puis nous avons eu des parlementaires légitimement élus qui ont évalué les lois, Claes Leonetti, et qui ont formulé des propositions transpartisane. Et puis le gouvernement s'est saisi de ce sujet, a proposé un projet de loi. Le Conseil d'État a été consulté, qui a donné son avis, et ça a fait rectifier des choses. Puis le Parlement s'est saisi, 18 mois plus tard. Ça peut sembler long, mais les débats, moi je les ai présidés, ont été particulièrement apaisés, respectueux, dignes et constructif. Et vous voyez bien que sur un sujet qui aurait pu mettre la France à cran, avec des oppositions extrêmement importantes sur le plan politique, mais sur le plan éthique, moral, des valeurs qui sont celles que chacun porte, a été finalement extrêmement apaisé et productif parce que nous avons pris le temps de mener ce débat et le temps d'associer toutes les franges de la société. Et moi, je crois que sur des sujets fondamentaux, qu'ils soient économiques, qu'ils soient sociaux, que ce soit le sujet, par exemple, des retraites, du travail, eh bien, il faut associer ainsi la société pour pouvoir arriver à des décisions qui, pour le coup, permettent d'être acceptées et qui nous permettent d'élever le débat. Et donc moi je crois qu'il ne faut pas renoncer à la complexité, qu'il ne faut pas renoncer au débat, mais qu'en revanche on ne peut pas débattre à la va-vite, qu'il faut prendre le temps et qu'il faut surtout associer l'intégralité de la société pour pouvoir penser le temps long et prendre des décisions qui seront acceptées par tous. Nicolas Dufour, Yael Braun-Pivet disait un instant aussi les chefs d'entreprise. Je vois on voit aussi dans les études d'opinion qu'il y a une demande pour que les chefs d'entreprise participent davantage au débat public. Alors ça pose question parce qu'on a l'impression que les chefs d'entreprise
quand ils participent au débat public, d'abord ils sont peu nombreux à le faire, et quand ils le font, ils restent un peu limités à leur champ d'activité économique propre. Voire on a empêché à des entreprises de faire du greenwashing ou d'instrumentaliser le débat pour défendre leurs propres intérêts d'entreprise. Moi, j'ai la conviction qu'on peut parler de la nuance, on peut parler de choses extraordinairement compliquées avec les nouveaux codes langagiers et médiatiques qui nous sont imposés par les réseaux sociaux. Ce n'est pas contradictoire. On peut parler de nuance avec les codes de TikTok. On peut y arriver. Hein. Il faut bien choisir sa punchline. Après tout, ça s'appelle la politique aussi. Hein. Et donc, il n'y a pas de contradiction. Maintenant, pour ce qui est des chefs d'entreprise, je continue de penser, ça fait depuis le début de la BPI qu'on le dit, qu'on le martèle, il faut qu'ils montent sur leur tonneau. Mais vraiment, quoi. On ne les entend pas. Un peu. Donc vous le dites ici au MEDEF devant la rencontre. Donc le MEDEF a fait des progrès considérables. Je ne dis pas qu'on n'est pas sur une pente d'amélioration. Mais par rapport à ce qui est nécessaire, encore une fois, dans ce monde vociférant, la part de voix de l'entreprise est insuffisante. Prenez les plateaux télé. À chaque fois qu'on parle d'économie, il devrait y avoir un entrepreneur. Ça devrait être interdit de faire un plateau sur l'économie sans un entrepreneur. On fait venir un économiste, mais les économistes ne représentent absolument pas l'entreprise. Ils ne sont jamais d'accord entre eux, de toute façon. On va en faire venir. Et donc de même, je suis désolé du parallèle, mais on a fait un progrès énorme. Avant, il y avait des plateaux où il n'y avait que des hommes. Un jour, on a dit c'est inadmissible. Moi, je dis que des plateaux où on parle de l'entreprise, de l'économie, en tant qu'elle finance le modèle social en particulier, des plateaux où on parle du modèle social, des plateaux où on parle des retraites, où il n'y a pas un entrepreneur, interdit. Il faut qu'on fasse ce progrès-là. Je reviens quand même un petit peu à l'actualité en faisant la transition, parce que Yael Braun-Pivet, c'est vrai que ce que vous décrivez n'est pas du tout ce que l'on vit sur le plan politique là, ces jours-ci. C'est-à-dire qu'on vit une situation de blocage qui nous conduit à on ne sait quoi. Donc comment vous vivez aujourd'hui cette situation qui risque de conduire à une paralysie politique à partir du 8 septembre prochain, voilà, et qui n'est pas du tout dans le sens de ce que vous exprimez il y a un instant. Déjà, moi, je ne suis pas de celles qui pensent qu'à partir du 8, c'est la paralysie assurée. Déjà, le débat n'a pas encore eu lieu à l'Assemblée nationale et donc jusqu'au 8, je fais partie de ceux qui vont défendre ce débat et la façon dont il se fait. Je pense que sur ces questions financières, sur la question de la dette, avoir cette parole forte qui est de dire la dette est un problème que nous ne pouvons plus mettre de côté, sur lequel nous ne pouvons plus nous asseoir comme nous l'avons fait pendant des années, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et ça conditionne les politiques que nous allons mener. Et donc, que le 8 septembre, des partis qui sont des partis de gouvernement soient capables de dire « nous ne partageons pas ce constat que nous avons une dette très importante contre laquelle il faut lutter », c'est quelque chose auquel je ne me résous pas. Et donc jusqu'au 8, et après bien sûr, il faudra que nous nous battions, mais collectivement, pour pouvoir faire face à la dette et pouvoir avoir une trajectoire qui nous permette de la résorber sans casser la croissance et sans nuire à la dynamique que nous pouvons avoir aujourd'hui dans notre pays. Donc il ne faut pas se résoudre. Et après, quoi qu'il se passe, de toute façon, il faudra avoir un budget, il faudra se parler. Alors, lorsque l'on dit ça, on dit c'est un vœu pieux, nous n'avons pas cette culture politique du compromis. Eh bien, rien ne nous empêche d'avoir aujourd'hui cette culture du compromis. Cette culture du compromis, elle existe partout. Elle existe dans vos entreprises, elle existe dans vos familles, elle existe dans vos couples, elle existe dans tous les pans de nos vies. Et il y aurait un seul domaine dans notre pays où nous ne pourrions pas avoir cette culture du compromis, ce serait le domaine politique. C'est aberrant. Et donc, il faut que chacun revienne à la raison,
que nous nous retroussions les manches, que nous nous asseyions autour d'une même table, comme vous le faites lorsque vous dirigez vos entreprises, autour d'une même table, dans l'intérêt général, l'intérêt de notre pays. Il faut que nous fassions face, et il faut que nous fassions face ensemble. Et moi, je suis de celles qui, depuis le début, dit il faut faire face ensemble avec ce que nous disent les Français, et les Français ont élu cette Assemblée. Et quoi qu'on en pense, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, elle est l'expression d'un choix démocratique de nos compatriotes il y a un an. Donc elle est explosée, 11 groupes politiques, elle est parfois extrêmement agitée, elle est tout ce qu'on veut. Mais c'est celle qui résulte du choix démocratique des Français. Il nous revient à nous, responsables politiques, présidents de groupe, présidents de parti, et moi, présidente de l'Assemblée nationale, de la faire fonctionner dans l'intérêt du pays. Et donc, c'est à ça que je m'emploie, jour et nuit, de 6h du matin à 6h du matin, cher Éric. Voilà, et avec conviction. Mais quand vous regardez ça, vous qui avez été ministre, qui ne l'êtes plus, est-ce que les gens veulent du compromis finalement? Parce qu'il y a une part de plus en plus... Il y a la radicalisation des réseaux sociaux, mais qui correspond aussi à la radicalisation d'une certaine forme d'opinion. Et quand on voit la victoire d'un Donald Trump, enfin, la montée de régimes plus... je dirais plus autoritaire, on sent bien que cette culture du compromis, les gens se disent, elle est peut-être inefficace, c'est peut-être qu'il nous faut un régime plus dur, non? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'a dit Yann? Non, moi je ne suis pas certain que nous ayons besoin d'un régime plus dur. Mais ce qui est sûr, c'est que le compromis, c'est la nuance. Or, l'époque n'est plus à la nuance. Exactement. Non, mais l'époque, elle est au yaka faucon. Ouais, Yael donnait l'exemple du texte sur la fin de vie. Moi, j'ai porté un texte qui est le Code de justice pénale des mineurs. Il a fallu 10 ans pour le mettre en œuvre. Le résultat tangible de ce texte-là, et on voit rarement les résultats, hein. Quand on est ministre, parfois on porte un texte et puis on n'en voit jamais les résultats, c'est que les mineurs sont jugés 2 fois plus vite qu'autrefois. Et autrefois, avant ce texte, un mineur, 1 fois sur 2, était jugé quand il était majeur. Ce texte, il est critiqué en permanence. Yaka, faucon, yaka. Et personne ne regarde la délinquance des mineurs autrement que sous l'angle de « il faut cogner davantage ». On s'arrête 2 secondes. Qu'est-ce qu'il y a comme problème? Le problème du volume lexical. De plus en plus de jeunes ont de moins en moins de mots. Et moins de mots, c'est plus de violence. Qu'est-ce qu'on a comme autre problème pour la délinquance des mineurs? Le taux de THC, le shit, est 10 fois supérieur au taux de THC de 68, ce qui génère des crises de schizophrénie. L'accès des mineurs à la pornographie, c'est 11 ans. 11 ans. Les jeux vidéo. De plus en plus de mineurs se suicident. C'est à mettre en parallèle avec la délinquance des mineurs. C'est-à-dire que quand on dit sur les plateaux de télé, les yaka faucons, là, il faudrait cogner plus, ça va régler le problème, c'est un mensonge absolu. C'est l'absence de nuance. Et c'est ça qui, au fond, tue le débat. Parce qu'on ne veut pas se poser. On ne veut pas réfléchir. Et ce que vous disiez, c'est juste, on parle d'économie, on ne fait pas venir les acteurs de l'économie. Il y a le yaka faucon, là, celui qui n'a rien fait dans sa vie, si ce n'est du blabla et du commentaire. Vous voyez? Eh bien, pardon de vous dire que les choses, elles sont plus complexes que ça. Moi, j'ai été 40 ans avocat. Je sais de quoi je parle quand je parle de la délinquance des mineurs. C'est compliqué, c'est de la nature humaine. C'est quelque chose qu'il faut prendre avec nuance, avec délicatesse. C'est pas yaka, faucon, faudrait. Je les entends tous les jours, de 6h du matin à 6h du matin. Ils nous pourrissent la vie. Chloé Morin, il nous resterait très peu de temps, mais est-ce que la société est prête à aller vers cette forme de débat nuancé? Comment vous voyez cette perspective, alors même qu'on est dans un moment politique qui atteint peut-être un moment un peu paroxystique de crise? Voilà. Une partie de la société, mais en réalité, quand vous regardez les personnes qui, en gros, s'inscrivent dans le centre
qui irait du Parti socialiste jusqu'à LR, donc un centre élargi. Vous vous rendez compte que ces personnes-là sont fatiguées de la manière dont le débat public se déroule et que du coup, elles se désengagent. Beaucoup de gens aujourd'hui, on appelle ça la fatigue informationnelle, la désaffiliation partisane, on peut appeler ça comme on veut, mais c'est une manière de se désengager et de dire faites les choses comme vous voulez, mais sans nous, parce que c'est épuisant. Et donc, moi, ce que je crains, c'est plus ce désengagement-là que la force des extrêmes qui, comme on l'a dit, est de toute façon avantagée dans une architecture où les plateformes promeuvent les contenus émotionnels, extrêmes, simples, etc. Et la question à se poser, c'est comment éviter ce désengagement, comment éviter cette fatigue et comment faire en sorte que... En moins d'une minute, j'arrête. Oui, non, mais je pense que c'est très important parce que ça n'est pas juste une question de responsabilité, et je termine par là, des responsables politiques ou des médias, c'est aussi une question de la culture qu'on a, nous, c'est-à-dire nous en tant que citoyens. Et cette culture, elle est formée aujourd'hui, pour les plus jeunes, sur les réseaux sociaux. Et c'est pour ça que c'est structurant ce qui se passe sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que notre cerveau est programmé par notre consommation des réseaux sociaux, et je termine par là, c'est pour ça que moi je suis pour interdire les smartphones avant 15 ans par exemple, et interdire les réseaux sociaux avant 15 ans. Donc ça c'est une mesure concrète. Allez, en 10 secondes, une mesure concrète, une idée concrète, parce qu'il n'y a qu'à Faucon. Idée concrète, nous on porte beaucoup, pardon Mathieu peut-être, on porte beaucoup dans les groupements de médias l'idée de l'éducation aux médias, c'est-à-dire d'introduire dans l'éducation nationale beaucoup plus de place pour s'éduquer à quelque chose auquel on sera confronté 5 à 6 heures par jour. Jusqu'à très récemment, on ne pouvait avoir 0 minute. Je voulais juste souligner une chose, Monsieur le Ministre, grâce à vous, je pense. En une seconde. Il n'est pas attentif du tout. Non, je voulais juste... Il n'écoute pas du tout ce que les autres disent. Ouais. C'est important le débat et le partage, justement. Ouais. Donc je voulais juste souligner une chose, c'est que depuis qu'on parle de ce sujet-là, vous êtes venus extrêmement nombreux pour nous écouter. Je pense que c'est ça. Moi, j'interprète ce fait. Non, mais j'interprète ce fait, cette foule massive qui est venue écouter notre débat. Eh bien, j'en suis très heureux. Une idée concrète, c'est de regarder une chaîne où le débat se veut constructif, contradictoire mais apaisé, et où il apporte des éléments pour se créer son opinion sans présupposer l'opinion. C'est la chaîne parlementaire. Et le 8, ça sera sur le canal 8. À bientôt, merci à tous.